Un testament, un témoin et un murmure perdu au crépuscule. Bienvenue sur Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Tapez votre position ci-dessous. D'où écoutez-vous? Vos voix résonnent à chaque détour. Commençons. Le soleil brillait avec une douce persistance sur le village de Nether Barrow, projetant une chaleur mielleuse sur les haies sinueuses et les maisons en pierre patinée. C'était, de l'avis de tous, une journée parfaite pour la fête annuelle des jardins de Sainte-Etheldreda, une tradition précieuse dans ce coin tranquille de la campagne anglaise. Des banderoles battaient des portes en fer forgé du presbytère, des tasses de thé tintaient sous un chapiteau brodé de violettes, et l'air était enivrant de roses, de soucis et de la saveur légèrement sucrée de la confiture de rhubarbe. Miss Jane Marple, aux cheveux blancs et délicatement froissés comme un fin parchemin, se tenait près de l'étal de gâteaux, refusant poliment une troisième tranche de génoise Victoria offerte par Madame Arbuthnot. « Tu es bien trop gentille, ma chérie, mais je trouve qu'un seul carré de gâteau suffit amplement au plaisir et à la digestion, » dit-elle en croisant ses mains gantées sur son sac à main. Pour un étranger, Miss Marple aurait pu ressembler à n'importe quelle autre vieille fille distinguée, un incontournable avec son chapeau à fleurs et son cardigan en laine bleue. Mais pour ceux qui la connaissaient, ou pensaient la connaître, elle était l'incarnation d'un examen discret. Une femme qui voyait beaucoup et disait peu, et dont l'esprit bougeait avec une précision déconcertante. Aujourd'hui, cependant, Nether Barrow était de bonne humeur. La fanfare du colonel Denby chantait gaiement sous les tilleuls, et le terrier du révérend Pottle avait remporté le premier prix de la parade des chiens fantaisie. Seule l'ancienne tour de Barrow Court, visible au-delà des collines lointaines, se dressait dans une obscurité tenace, projetant sa longue ombre, comme elle le faisait depuis des siècles. Cette ombre, bien qu'inaperçue, allait bientôt s'allonger. La fête atteignit son joyeux apogée à 3h30, lorsque la cloche de l'église paroissiale sonna une fois pour annoncer le tirage au sort. Le jeune Tilly Denbigh, la nièce du vicaire, tenait triomphalement une boîte de sablé, tandis que le vieux monsieur Felton, à moitié sourd et totalement capricieux, exigeait un recomptage lorsque son numéro n'apparaissait pas. Puis vint le cri. Il a tranché les tensions chantantes de Greensleeves, faisant taire les flûtes et envoyant une secousse dans tous les cœurs présents. Les têtes se tournèrent lorsque Madame Lydia Cranley, une veuve élégamment habillée depuis une cinquantaine d'étés, chancela derrière la haie de rhododendrons. Son chapeau était de travers et son visage, habituellement rougeâtre à cause de l'effort ou des commérages, était devenu horriblement pâle. « Je pense que quelqu'un est tombé, » haleta-t-elle, serrant sa broche comme si cela pouvait l'ancrer dans la réalité. « Ah, près de la bordure herbacée, près de la folie !» Les gens se précipitèrent vers cet endroit, certains avec curiosité, d'autres avec effroi. Le révérend Pottle a appelé au calme, même si sa voix était brisée par l'inquiétude. Miss Marple ne bougea pas immédiatement. Elle resta près de la table à tréteaux, les yeux légèrement plissés derrière ses lunettes. Quelques instants plus tard, un groupe de villageois se tenait figé devant la scène qui allait bouleverser leur paix estivale. Affalé sur un lit de delphinium, gisait le corps d'Edmund Broadleaf, avocat, historien amateur et récent occupant de Barrow Court. Un filet de sang s'était accumulé près de sa tempe, s'infiltrant dans la dalle fissurée sous lui. Une main tenait toujours une liasse de papier parchemin qui flottait maintenant, sans relâche dans la brise comme des papillons de nuit mourants. « Bon Dieu !» marmonna le vicaire en ôtant son chapeau. « Il est bien mort. »« Oui, » murmura Miss Marple, assez doucement pour qu'elle seule puisse l'entendre, mais pas assez longtemps pour que ce soit un accident. Elle se tourna presque paresseusement,
et leva son regard vers la tour lointaine et imminente. La tour de barreaux courtes, sombre, recouverte de lierre et imprégnée d'un scandale familial oublié depuis longtemps. Elle en avait entendu parler il y a des années. Un corps, une tour, un village plein de secrets. Tout cela était bien malheureux, pensa Miss Marple. Mais là encore, la nature humaine était une chose curieuse. Et la nature humaine, elle l'avait. Appris depuis longtemps, était rarement innocente. Souhaitez-vous passer à la deuxième section? Le village réagit? La découverte du corps d'Edmund Broadleaf a provoqué une onde de choc dans Nether Barrow, même si le village a exprimé sa détresse de la seule manière qu'il connaissait, avec des ragots immédiats et effrénés. Le lendemain matin, les villageois avaient déjà créé un patchwork de théories, certaines fantaisistes, d'autres scandaleuses, assemblées autour de scones et de pots de thé. Au cœur de l'agitation se trouvait The White Hart, le seul pub du village, et le siège officieux de la spéculation. C'est ici que le major Winthrop, artillerie à la retraite et autorité autoproclamée en matière de tout ce qui est suspect, raconta l'histoire pour la 4e fois, sa voix devenant plus dramatique à chaque récit. « Retenez bien mes paroles », a-t-il déclaré en tapotant sa pipe contre une chope à moitié vide. C'était un acte criminel. Broadleaf avait des ennemis, trop de secrets dans sa vieille maison poussiéreuse, et vous avez tous ri quand j'ai dit que quelqu'un n'achèterait rien de bon à Barrow Court. Vous avez également dit que le chauffage central ne servirait à rien, marmonna M. Cresswell, l'apothicaire, mais le major continua. On dit qu'il manipulait de vieux documents. Des affaires juridiques. Il vaut mieux laisser les ordures tranquilles, dis-je. Remuer le passé n'a jamais servi à rien. De l'autre côté du bar, Madame Prudence Withers, qui dirigeait le bureau de poste et avait lu presque tous les romans policiers de la bibliothèque de près, se pencha d'un air conspirateur pour parler avec Madame Lydia Cranley, encore visiblement secouée d'avoir découvert le corps. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il avait été trouvé en train de tenir des papiers. Des manuscrits, disent certains. Ou peut-être un testament. Ne serait-ce pas quelque chose? Un testament secret? Lydia hocha la tête, les lèvres pincées. Il était en contact avec des notaires à Londres, je le sais. Je lui ai envoyé 2 enveloppes recommandées la semaine dernière. Très officielles. Les autres la regardaient avec un intérêt affamé. Vous ne pensez pas que cela a quelque chose à voir avec la vieille famille Barrow, n'est-ce pas? Demanda Prudence. Il y avait une fille, n'est-ce pas? Florence Barrow, disparue pendant la guerre. Certains disent qu'elle est morte en France, d'autres qu'elle s'est enfuie. Si Broadleaf trouvait quelque chose sur elle... Alors quelqu'un aurait pu vouloir qu'il soit enterré? Murmura Lydia, sa voix baissant dramatiquement. Dehors, la verdure du village était immobile et silencieuse dans la brume matinale. Les stands de fête avaient disparu et les guirlandes avaient été tranquillement rangées. La vie à Nether Barrow continuait, mais son rythme avait faibli. Même le chant des oiseaux semblait plus hésitant. Aux abords du village, Miss Marple était assise dans le salon ensoleillé du cottage de Madame Weatherby en train de siroter une délicate tasse de Darjeeling. « Vous savez, Jane, » a déclaré Madame Weatherby, une vieille amie de l'époque de Cheltenham, maintenant veuve et réinstallée à Nether Barrow, « je n'ai jamais aimé cet homme. Il avait quelque chose de froid chez lui, trop intelligent pour son propre bien. » Miss Marple offrit un doux sourire. Oui, l'intelligence peut être dangereuse si elle n'est pas tempérée par la gentillesse. Madame Weatherby renifla. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu'un voudrait meurtre lui, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Peut-être, dit pensivement Miss Marple, même si l'on pourrait s'attendre à ce qu'un cambrioleur vole quelque chose. Et voilà,
Être intelligent aussi? Oh non, rit Miss Marple. Simplement observateur. Et on apprend beaucoup de la vie du village. Les gens sont à peu près les mêmes partout. Leurs faiblesses, leurs désirs. Seules les circonstances changent. Madame Weatherby regardait son amie avec une affection perplexe. J'oublie toujours à quel point tu es pointu. Tu le caches si bien sous ce cardigan. De retour au cœur du village, l'inspecteur détective Fennell était arrivé du commissariat du comté. Un homme dont le pardessus en tweed et le froncement de sourcils las suggérait une préférence pour les vols de routine plutôt que pour les morts théâtrales. Il se tenait près de la bordure du jardin où Broadleaf était tombé, un cahier à la main, écoutant avec une légère impatience le résumé du policier local. « Aucun signe d'effraction », a déclaré l'agent, Greaves en tirant nerveusement sur son col. « Et les papiers qu'il tenait? Rien d'étrange, monsieur. Juste des notes manuscrites et des morceaux de latin. »« Latin? Oui, monsieur. Quelque chose sur l'héritage et les successions, scellé avec un ruban rouge. Fennell grogna, probablement juste excentrique. Je veux un inventaire complet de tout ce qui a été trouvé sur lui, et parler à celui qui a retrouvé le corps. Comment s'appelle-t-elle? Cranley? Déjà fait, monsieur. Elle dit qu'elle cherchait son châle derrière la haie. Fennell haussa un sourcil. Endroit pratique pour égarer un châle. Greaves déglutit difficilement. Madame Cranley est... Eh bien, vous savez, l'une des fondatrices donatrices de l'hôpital du village. L'expression de Fennell resta plate. Je m'en fiche si elle tricote des couvertures pour l'archevêque. Nous enquêtons sur tout le monde. Ce soir-là, alors que la nouvelle se répandait dans Nether Barrow, les salons clignotaient de lampes et de voix feutrées. Le mot meurtre n'a jamais été prononcé à haute voix, mais il a plané lourdement dans l'air. À Barrow Court, un sombre silence était tombé. Le domaine autrefois grandiose, encore usé par le temps, portait désormais le fardeau supplémentaire de la tragédie. Le personnel, aussi minime soit-il, s'acquittait de ses fonctions avec une solennité feutrée. Madame Holt, la gouvernante, a été observée parcourant le périmètre 3 fois en un après-midi, marmonnant à propos de la malchance qui s'accrochait aux pierres. La tour, à peine visible au crépuscule, se dressait comme une accusation. Des rumeurs circulaient à ce sujet. Broadleaf l'avait restaurée, prévoyait de l'ouvrir au public, qu'il avait trouvé quelque chose dans le grenier ou la cave, quelque chose qui l'avait énervé. Personne ne l'avait vu gravir la tour la veille. Personne ne l'avait vu descendre. Cependant, Miss Marple n'était pas encore venue à Barrow Court. Elle préférait laisser la poussière retomber et la panique s'envenimer. Les gens en révélaient bien plus lorsqu'ils croyaient que le danger était passé. Au lieu de cela, elle fit sa promenade de l'après-midi comme elle le faisait toujours, passant devant la porte du cimetière et traversant le cimetière. Ses yeux s'attardèrent sur les pierres tombales fissurées, puis sur un banc sous un vieux chêne où elle s'était assise autrefois avec le révérend Pottle, discutant d'un vol particulièrement étrange impliquant les cordes de la cloche. Alors, qu'elle passait devant le presbytère, une silhouette en sortit. La jeune Tilly Denbigh, tenant un livre trop grand pour son cartable. Elle rayonna lorsqu'elle vit Miss Marple. « Miss Marple, n'est-ce pas affreux à propos de Monsieur Broadleaf? Je l'aimais bien, même s'il était terriblement étrange. »« Bizarre, chérie ?» demanda gentiment Miss Marple. « Il m'a demandé un jour si je pensais que les secrets étaient plus dangereux lorsqu'ils étaient dégardés ou partagés, » a déclaré Tilly. « Je ne savais pas quoi dire. Je pensais que c'était une de ces énigmes pour adultes. » Miss Marple fit une pause. « Et qu'a-t-il? »« Dis quand tu n'as pas répondu ?» Tilly fronça les sourcils. Il a ri, mais pas d'une manière drôle, plutôt triste,
Et il a dit que les secrets laissent toujours une tache, peu importe combien de temps vous les cachez. Dit Miss Marple, ses yeux revenant vers l'horizon sombre. Comme c'est vrai. Cette nuit-là, le village s'est couché plus tôt que d'habitude. Les fenêtres étaient verrouillées et les rideaux bien tirés. Et dans chaque foyer, derrière chaque sourire, derrière chaque demande polie, et derrière chaque souvenir partagé du pauvre Monsieur Broadleaf, il y avait la même peur tranquille. Quelqu'un parmi eux avait tué. Et Miss Marple, la tasse de thé, posée doucement dans sa soucoupe, soupçonnait déjà que le motif n'avait pas grand-chose à voir avec le présent, et tout à voir avec un passé oublié depuis longtemps. L'inspecteur détective Fennel avait établi un poste de commandement temporaire dans la sacristie de l'église Saint-Etheldreda. C'était, grommela-t-il, un piètre substitut à la gare de Much Overham. Mais c'était le seul bâtiment de Netherbarrow doté à la fois d'une porte verrouillable et de l'électricité. L'ironie d'enquêter sur un meurtre à côté de l'hôtel d'un saint ne l'amusait pas. C'est un village, pas un syndicat du crime, marmonna-t-il en parcourant le dossier clairsemé sur Edmund Broadleaf. Quelqu'un a vu quelque chose. Les gens le font toujours. Malheureusement, les gens ont aussi menti. Ou plus précisément, embelli. Ils doraient leur récit de fausses certitudes et de convictions mal placées, ce qui, dans le cas de Netherbarrow, s'avérait un obstacle permanent. Miss Marple ne le savait que trop bien. Elle avait passé sa matinée comme elle le faisait souvent, à appeler poliment ses voisins, apparemment pour lui présenter ses condoléances ou s'enquérir de son état de santé. En réalité, elle écoutait, pas aux faits, mais à la façon dont les gens présentaient faits, les petites hésitations, les anecdotes trop répétées, les choses que les gens ont faites pas dire. Au magasin général, elle a rencontré Madame Edith Brown, la couturière locale, qui était généralement une observatrice acharnée des affaires des autres. Mais ce matin, elle semblait inhabituellement calme. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Madame Brown en pliant sans enthousiasme un torchon. Dire qu'il était allongé là parmi les delphiniums, et il venait de me commander des rideaux à fines rayures, entre autres. « Des fines rayures pour le salon ?» demanda gentiment Miss Marple. « Non, son bureau, celui du fond avec vue sur la folie. » Une petite lueur d'intérêt s'éclaira dans les yeux de Miss Marple. « Oh, je pensais que son bureau était à l'étage. » Madame Brown cligna des yeux. « Eh bien, c'était le cas auparavant, mais il l'a déplacé le mois dernier. Il a dit que c'était plus pratique pour ses documents. Il avait commencé à allumer la lumière à des heures impaires, à toute heure de la nuit. C'était curieux. Miss Marple l'a caché. Plus tard, dans la journée, elle a rencontré le jeune Peter Ellison, le jardinier à temps partiel des Broadleaf, juste à l'extérieur de la boulangerie. « C'est un tel choc pour Monsieur Broadleaf », dit Miss Marple en ajustant son gant. Peter, un garçon de 17 ans aux yeux sérieux et aux genoux tachés d'herbe, hocha solennellement la tête. Il était étrange, mais honnête. Payé à temps, il ne posait jamais trop de questions. Trop de questions? Pierre hésita. Eh bien, il y a 15 jours, il m'a demandé si je pouvais l'aider à déplacer quelques cartons de la tour. Des cartons lourds, de vieux livres et registres. Il m'a dit de ne pas en parler à Madame Holt, que c'était un projet privé. Il a dit qu'il paierait un supplément si je gardais la bouche fermée. Miss Marple émit un bourdonnement discret. Et il l'a fait? Oh, oui. Il m'a donné une livre entière. Mais ensuite, il a semblé secoué. Il m'a dit de ne le dire à personne. Je pensais qu'il avait peut-être trouvé quelque chose. Quel genre de chose? Peter jeta un regard des deux côtés, appréciant clairement le drame maintenant que la peur s'était dissipée.
Il a dit qu'il avait peut-être découvert la vérité sur Barrow Court. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il m'a fait signe de partir. Il avait l'air inquiet, cependant, comme vraiment inquiet. Miss Marple le remercia avec un sourire chaleureux et le laissa s'attarder dans l'odeur du pain fraîchement sorti du four. De retour dans son propre salon, Miss Marple a noté quelques notes discrètes sur son sous-main, même si elle n'en avait pas besoin. Son esprit, entraîné par des années passées à observer les simples complexités de la vie du village, avait déjà commencé à tracer des lignes entre des événements apparemment déconnectés. Un notaire s'installe dans un domaine oublié. Il enquête sur son histoire. Il accède à une tour longtemps ignorée. Il commence à agir de manière erratique. Et puis il meurt, tenant des papiers que personne ne semble comprendre. Ce n'était pas l'énigme qui intriguait Miss Marple, c'était le comportement l'entourant. Pendant ce temps, la police avait commencé sa ronde officielle. Madame Lydia Cranley avait été rappelée pour une deuxième déclaration, et la rumeur s'était rapidement répandue selon laquelle son récit ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle avait initialement dit aux gendarmes. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé en cherchant son châle, a déclaré le major Winthrop à Madame Withers chez l'épicier, d'une voix pleine d'autorité. Mais maintenant, elle dit qu'elle l'avait vu marcher vers la folie et qu'elle pensait qu'il n'avait pas l'air bien. Lequel est-ce? J'ai toujours pensé que Lydia avait un talent pour le mélodrame, a déclaré Madame Withers. Et elle s'intéresse beaucoup aux affaires de M. Broadleaf, posant toujours des questions sur la maison, l'histoire, les actes. Elle m'a demandé un jour qui avait hérité après la mort du dernier Barrow, et je lui ai dit que je n'avais pas le moindre évanouissement. Miss Marple, qui se trouvait à portée de voix, ne dit rien. Elle avait également remarqué le vif intérêt de Lydia Cranley pour Barrow Court, pas seulement pour la maison, mais aussi pour son environnement. Lignée. Son défunt mari avait déjà tenté d'acquérir le domaine lui-même, mais avait fait une surenchère au dernier moment. Et qu'en est-il des journaux que Broadleaf avait saisis? La rumeur, comme toujours, avait pris le pas sur la réalité. Il faisait partie d'un testament, déclara le révérend Pottle ce soir-là lors d'un dîner tranquille avec Miss Marple et sa nièce Tilly. Une sorte de volonté historique, du moins c'est ce que croit l'inspecteur. Miss Marple haussa les sourcils. Un testament? Oui. Un vieux document apparemment caché dans la tour. Les passages latins faisaient référence à un véritable héritier et à la lignée de Barrow. Fennell pense que Broadleaf était peut-être sur le point de publier quelque chose qui pourrait menacer les propriétaires fonciers actuels. Tout cela est très médiéval. Tilly se pencha en avant. Un héritier perdu, comme un roman gothique. Pensez-vous que quelqu'un l'a tué pour l'empêcher de sortir? Le curé parut scandalisé. Tilly! Miss Marple, cependant, sourit gentiment. Les jeunes imaginations sont souvent plus proches de la vérité qu'on ne le pense. Bien sûr, il faut faire la distinction entre fiction et impulsion humaine. Tilly cligna des yeux. Quelle est la différence? Miss Marple fit un petit signe de tête entendu. La fiction a besoin d'une motivation pour être intelligente. La vraie vie n'a besoin que de peur. La pièce devint silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple alluma une petite lampe et regarda par la fenêtre vers la faible silhouette de Barrow Court. La tour s'élevait comme un monolithe, insensible aux spéculations du jour, insensible aux affaires des vivants. Elle se souvient d'une vieille comptine qu'elle avait entendue lorsqu'elle était enfant, probablement murmurée dans les coins sombres d'une crèche. Là où la pierre se souvient et où les voix s'effacent, un secret dort à l'ombre de la tour. Mais ne le réveille pas avec une plume ou une volonté, pour les gardiens du silence, quel temps tuerait. Elle l'avait toujours considéré comme une superstition locale surannée. Maintenant, cela ressemblait étrangement à un conseil.
L'inspecteur détective. Fennell n'était pas, par nature, un homme impatient. Mais après 3 jours d'entretien de couverture et de déclarations contradictoires, son appétit pour des conclusions précises s'était aiguisé. Nous avons un motif, une opportunité et une incohérence dans son histoire, a-t-il déclaré, clôturant le dossier de Madame Lydia Cranley avec un bruit sourd satisfaisant. L'agent Greaves hocha la tête avec l'enthousiasme mécanique de quelqu'un désireux d'être d'accord. Et elle a trouvé le corps, monsieur. C'est toujours suspect, ça. Ils se tenaient ensemble dans la sacristie devenue poste de commandement, regardant un panneau de liège orné de ficelles et de photographies qui faisait ressembler Nether, Barrow, plus à la toile de fond d'une série policière qu'au village placide qu'il avait toujours semblé être. L'image de Lydia Cranley, extraite du dépliant de la fête de l'église de l'année dernière, était fermement épinglée au centre. Fennell a fait le tour de l'affaire à voix haute, comme un chien ferait le tour d'un terrier de lapins. Madame Cranley a des liens avec Barrow Court par l'intermédiaire de son défunt mari. Elle était profondément intéressée par le domaine, peut-être plus qu'elle ne le prétendait. Elle a contredit sa déclaration originale concernant le moment et l'endroit où elle a vu Broadleaf. Et elle a été la première sur les lieux, ce qui pourrait être interprété comme une mise en scène. Greaves avait l'air pensif. « Vous pensez qu'elle l'a fait, monsieur ?» Fennell tapota son stylo. « Je pense qu'elle avait quelque chose à perdre. Si Broadleaf avait découvert un nouvel héritier de Barrow Court, quelqu'un qui pourrait contester la propriété du terrain, elle aurait pu se retrouver sans influence, peut-être même sans fonds. Le désespoir peut rendre les gens très ingénieux. Cet après-midi-là, l'inspecteur a rendu une visite officielle à la maison géorgienne de Madame Cranley, surplombant le green. Il est arrivé avec une raideur polie, des gants à la main et des questions mijotées sous un vernis de civilité. Lydia le reçut dans le salon, entouré de gâteaux au citron et d'un léger parfum d'eau de rose chair. Elle portait de la soie sombre, mais pas tout à fait une tenue de deuil, une nuance de bon goût de connaissance concernée. « Je vous ai déjà dit tout ce que je savais, inspecteur, » dit-elle avec un petit sourire, une tasse en porcelaine à la main. Bien sûr, tout cela est terriblement déstabilisant, mais il n'y a plus rien à dire. Fennell se pencha en avant, la voix mesurée. « Madame Cranley, vous avez initialement indiqué que vous cherchiez un châle, mais vous avez déclaré plus tard que vous aviez vu M. Broadleaf se diriger vers la folie et que vous pensiez qu'il n'avait pas l'air bien. Pouvez-vous clarifier l'incohérence ?» Lydia hésita, ses doigts se resserrant légèrement autour de la tasse. « Je me suis peut-être mal rappelé. Le choc, vous comprenez? Je ne voulais pas paraître alarmiste. C'est tout à fait compréhensible. Mais vous admettez avoir vu M. Broadleaf peu de temps avant sa mort ?» Elle hocha la tête. « Oui, je n'y ai rien pensé à ce moment-là. Il avait l'air pâle, distrait. J'ai supposé qu'il avait besoin d'air. Est-ce que vous lui avez parlé? »« Non. L'avez-vous suivi? » »« Certainement pas, » dit-elle d'un ton plus aigu. Fennell a noté le changement. « Et vous n'aviez aucune connaissance de ce sur quoi il travaillait à Barrow Court? » ?»« Aucun du tout. Même si je crois qu'il était fasciné par l'histoire familiale. Il me l'a dit une fois lors d'un dîner. »« Vous avez dîné ensemble? »« 1 ou 2 fois. Le village est petit, inspecteur. On ne peut pas être exigeant en matière de compagnie. A-t-il déjà évoqué une découverte? Un document? » Les yeux de Lydia clignotèrent. « Seulement en passant. Quelque chose à voir avec la généalogie. Je pensais que c'était un passe-temps. » Fennell griffonnait des notes, mais se retrouvait étrangement insatisfait. Il y avait quelque chose de trop contrôlé chez Madame Cranley. Son sang-froid n'était pas la grâce naturelle d'une innocente, mais la confiance laquée de quelqu'un qui avait pratiqué. Elle était intelligente, peut-être trop intelligente.
En quittant la maison, il croisa Miss Marple dans l'allée, marchant avec son panier. Il a levé son chapeau. « Bon après-midi, Miss Marple. Vous faites votre tournée? »« Oh, je viens juste de rendre visite à Madame Witherby, » dit-elle joyeusement. « Elle s'inquiète à propos de sa clématite, mais j'imagine que vos affaires sont plus urgentes. » Il sourit légèrement. « Nous nous rapprochons peut-être du coupable. » Miss Marple pencha la tête. « Puis-je vous demander? Avez-vous pensé que Madame Cranley n'est peut-être pas aussi investie dans la succession qu'elle le paraît? » Fennel haussa un sourcil. « Au contraire, son intérêt semble plutôt important. »« Oui, mais il n'est peut-être pas intéressant de le préserver, » dit doucement Miss Marple. « J'ai connu des femmes comme Lydia. C'est le genre de femme dont il faut avoir besoin, ou envier. Mais l'influence dans un village est une chose fragile. Si M. Broadleaf s'était préparé à révéler une vérité qui l'a éloigné de son statut social, je suppose qu'elle pourrait être affligée. Mais un meurtre? Cela semble être une manière très compliquée de préserver les apparences. » Fennel émit un grognement évasif. « Alors, qui suggéreriez-vous? »« Oh, je ne présumerai pas, » dit innocemment Miss Marple. « Mais je crois que vous pourriez trouver plus de chance, pas dans les motivations des gens. Réclamer, mais dans ceux où ils cachaient. Ce soir-là, Miss Marple a rendu une visite discrète à Barrow Court sous prétexte de livrer des fleurs à l'église. Madame Holt, la gouvernante, la laissa entrer avec un signe de tête solennel. « Ça ne va pas sans lui, » dit-elle en tordant son tablier, même s'il était étrange. Miss Marple parcourut le couloir principal, remarquant les couches de poussière perturbées récemment. Elle s'arrêta devant le bureau du rez-de-chaussée, où une légère ligne sur le sol indiquait l'endroit où un grand tapis avait récemment été roulé. « Monsieur Broadleaf a déménagé son bureau ici ?» elle a demandé. Madame Holt hocha la tête. « Il y a environ un mois, il a dit qu'il voulait être plus près de l'entrée de la tour, c'est juste par le couloir ouest. A-t-il déjà parlé de ce sur quoi il travaillait? Seulement que c'était sensible, et que si quelque chose lui arrivait, les papiers dans le tiroir expliquerait tout, » renifla Madame Holt. « Mais il n'était plus là lorsque la police a fouillé. » Miss Marple la regarda, les yeux brillants. « Disparu? » ?»« Oui. Le tiroir était vide. Verrouillé aussi. J'ai dû l'ouvrir. » Plus tard, alors que le crépuscule tombait, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant sur ses genoux, le regard lointain. Lydia Cranley était une suspecte commode, et cela ferait plaisir à la police, qui n'aimait pas les complications. Mais Lydia, malgré toute sa vanité, était trop ordonnée. Ses contradictions provenaient de l'anxiété et non de la culpabilité. Sa version du contrôle était sociale et non criminelle, mais quelqu'un avait à déménager rapidement après la mort de Broadleaf. Quelqu'un lui avait retiré ses papiers, quelqu'un qui savait ce qu'ils contenaient ou qui craignait de le savoir. Ce n'était pas l'histoire gênante de Lydia qui troublait le plus Miss Marple. C'était le moment choisi. Lydia avait été trop rapide pour trouver le corps. Comme si elle était censée le trouver, mais pas trop tôt. Ce qui a soulevé une question, est-ce que quelqu'un l'attendait? Le lendemain de la visite tranquille de Miss Marple à Barrow Court, Nether Barrow se réveilla sous la pluie. Une bruine douce et persistante tombait sur les toits de chaume et les ruelles pavées, transformant les plates-bandes en boue et maculant les contours du monde. C'était le genre de temps qui maintenait la plupart des villageois à l'intérieur, leurs fenêtres embuées et leurs bouilloires chantantes. Mais pour Miss Marple, c'était une journée idéale pour un autre type d'exploration, non pas à travers les haies ou les champs, mais à travers des souvenirs tranquilles et des détails négligés. Elle était assise près du feu dans son salon, son cahier ouvert, ses lunettes basses sur le nez.
La liste devant elle était courte et sans prétention, un peu comme elle. Liste des bizarreries. J'ai déménagé le bureau en bas. Pourquoi? Boîte retirée de la tour. Qu'y avait-il dedans? Des papiers disparus dans un tiroir verrouillé? Qui était au courant? Lydia a trouvé son corps trop vite rideau d'études. À fine rayure. Pourquoi si particulier? La remarque de Tilly. Les secrets laissent une tache. C'était le 6e objet qui l'attirait maintenant. Le souvenir innocent de Tilly Denbigh, ce qu'Edmund Broadleaf avait dit « les secrets laissent toujours une tache », avait semblé poétique, à Miss Marple à l'époque. Mais maintenant, il revenait avec un poids supplémentaire. Elle avait vu le bureau, bien sûr. Je ne l'ai aperçu que brièvement. Mais quelque chose y était bizarre. Le tapis, c'était tout. Le tapis était grand et orné, un tissage turc à première vue, mais il y avait un rectangle plus pâle en son centre, légèrement plus propre que le reste. Comme si quelque chose était resté là depuis des années, pour ensuite être récemment retiré. Et il y avait eu une autre chose curieuse. Une légère tache brunâtre sur le bord du plancher, sous l'ourlet du tapis. On aurait pu le considérer comme de la boue. La police l'avait certainement négligé, mais Miss Marple avait reconnu cette teinte rougeâtre. Elle l'avait vue il y a des années lors d'une dispute de blanchisserie impliquant une veste de chasse et une malheureuse bouteille d'iode. Ce n'était pas de la saleté, c'était de l'encre. Vieille encre ferro-gallique, celle utilisée dans les documents juridiques et les testaments avant la guerre. Elle se leva, appela son imperméable et se dirigea vers la brume. Sa destination était le presbytère, et plus particulièrement la jeune Tilly Denbigh, qui avait la malheureuse habitude d'oublier des choses, mais se souvenait des conversations comme d'une chanson. Tilly ouvrit la porte, toujours en pantoufles, en clignant des yeux. « Miss Marple, je préparais juste des crumpets. En voudriez-vous un? » « Enchanté, » dit Miss Marple en entrant et en époussetant ses manches. « Mais seulement si vous m'en dites davantage sur ce que M. Broadleaf vous a dit, sur les secrets. » Tilly servit le thé avec l'emphase dramatique de quelqu'un qui a lu trop de romans. Il disait toujours des choses comme ça, vous savez, très mystérieux. Il m'a demandé un jour si je pensais que les endroits pouvaient rappeler le chagrin. N'est-ce pas étrange? Des endroits comme Barrow Court? Tilly hocha la tête. Surtout la tour. Il disait que les gens craignaient la tour pour de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons? Fit écho Miss Marple. Tilly hocha la tête. Il a dit que les gens pensaient que c'était hanté, mais que le véritable danger n'était pas les fantômes, c'était la mémoire. Miss Marple remua son thé. A-t-il déjà mentionné un nom? Quelqu'un du passé? Le front de Tilly se plissa. Oui. Attendez. Il a dit quelque chose à propos de la lumière de Florence. J'ai demandé s'il voulait dire une lanterne et il a ri et a dit non, ce n'était rien. C'était quelque chose qu'elle avait écrit. Quelque chose qu'elle a laissé derrière elle. Miss Marple posa soigneusement sa tasse. Florence Barrow. La fille disparue de la vieille famille Barrow, présumée morte pendant la guerre, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Son nom était déjà revenu dans les chuchotements du village. Et si Edmund Broadleaf avait trouvé quelque chose lui appartenant? Des écrits, peut-être un journal intime. Cela pourrait très bien expliquer son comportement étrange et son obsession pour la tour. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi quelqu'un voulait que ces documents soient réduits au silence. Elle remercia chaleureusement Tilly, puis se dirigea directement vers la bibliothèque du village. Un bâtiment en briques exiguës, coincé entre la boulangerie et le monument aux morts. Son catalogue était mince, mais ses archives plus profondes que beaucoup ne le pensaient. « Florence Barrow, dit Madame Dale. » La bibliothécaire. «
en regardant à travers ses lunettes à double focale. Je crois que nous avons quelques documents dans la section histoire familiale. Des nécrologies, pour la plupart. Ah, nous y sommes. Miss Marple a examiné le dossier avec attention. Un article de journal de 1919 faisait état des débuts de Florence Barrow dans la société londonienne. Une autre de 1941 a signalé sa disparition alors qu'elle voyageait à Vichy en France, présumée capturée, peut-être tuée. Mais il n'y avait pas d'acte de décès. Aucune confirmation définitive. Juste une note en bas de page. Succession, en homologation. Aucun héritier survivant. Curieux. Elle a demandé à voir le registre paroissial local. Après un moment de pause, Madame Dale sortit le gros livre. Miss Marple feuilleta ses pages, cherchant soigneusement quelque chose qui n'était pas à sa place. C'était alors, dans l'entrée de 1944, 3 ans après Florence avait été déclarée, disparue qu'elle l'avait vue, un baptême. Juin 1944, petite femelle Anna Florence. Mère, Florence B. Aucun père répertorié. Cérémonie privée. Vicaire, E. Mallory. Emplacement. Chapelle de Barrow Court. Le souffle de Miss Marple se coupa. Être avait été un enfant, une fille, ce qui voulait dire Florence n'était pas morte en France. Elle était revenue, secrètement, peut-être seulement brièvement, et avait accouché à Barrow Court. Pourquoi ce secret? Et où était-elle allée, ainsi que l'enfant? Par la suite, Miss Marple remercia Madame Dale, déclinant avec un sourire l'offre d'un roman policier, et se dépêcha de rentrer sous la bruine. Ce soir-là, elle était assise dans son salon, le feu chaud, le village froid de secrets. Elle dessina une page vierge de son cahier et écrivit 2 mots. L'enfant de Florence. Un héritier légitime. Une affaire qui, si elle était découverte, pourrait annuler toute la réclamation légale auprès du tribunal de Barrow. Et si Broadleaf avait trouvé cet enfant, ou la preuve de son existence, alors le motif pour le faire taire est devenu non seulement personnel, mais financier, peut-être dévastateur. Elle pensait désormais que ce qui manquait dans le tiroir d'Edmund Broadleaf n'était pas un testament au sens traditionnel du terme, mais une preuve, quelque chose qui pourrait réécrire tout l'héritage du domaine. Peut-être que Florence avait écrit son propre testament, dont personne n'avait connaissance. Jusqu'à présent. Miss Marple se rassit et ferma les yeux. Le meurtrier n'avait pas simplement fait taire un homme, il avait tenté d'effacer une vérité. Mais la vérité, dans sa longue expérience, avait une remarquable tendance à sortir de l'obscurité, même s'il fallait passer par le meurtre pour y arriver. Miss Marple, malgré toutes ses manières douces et sa présence modeste, avait toujours cru que les secrets, une fois remués, restaient rarement immobiles. Comme des grains de poussière dans les rayons du soleil, ils dansaient lorsque la lumière était tournée dans le bon sens. Et rien n'éclairait aussi bien la lumière que la pression d'une enquête pour meurtre. À la fin de la semaine, Nether Barrow bourdonnait d'agitation. La suspicion persistait dans l'air comme de la fumée de bois, s'enroulant dans la conversation et derrière chaque signe de politesse polie. Les villageois qui se contentaient autrefois de chuchoter leurs théories dans les cuisines et, par-dessus les poteaux des clôtures, s'observaient désormais ouvertement. Et les histoires n'ont commencé à se dévoiler. Tout a commencé avec la gouvernante de Barrow Court, Madame Holt Miss Marple, sous prétexte de rendre un livre sur les teintures à base de plantes, s'était retrouvée une fois de plus assise à l'étroite table de cuisine de Madame Holt. La femme plus âgée avait servi du thé avec les mains tremblantes et était visiblement plus pâle qu'auparavant. « Je ne devrais rien dire, » marmonna-t-elle. « Mais depuis que M. Broadleaf a été retrouvé, je me sens surveillée.
Par qui? Demanda gentiment Miss Marple. La voix de Madame Holt baissa. Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison la veille de sa mort. J'ai entendu des voix dans la nuit. Pas de dispute, basse, tendue. Une voix de femme, pas celle d'une servante. Elle n'avait pas l'air local. Miss Marple se pencha. À votre connaissance, Monsieur Broadleaf avait-il des connaissances féminines? Seulement Madame Cranley, a déclaré Madame Holt. Et cette nièce du vicaire, Tilly, même si je ne peux pas imaginer qu'elle soit impliquée. Mais cette voix était plus âgée, cultivée, pas du village. Miss Marple la remercia et prit note mentalement. Si une femme avait rendu visite à Broadleaf en secret, une personne inconnue des locaux, il était possible qu'elle soit le lien avec l'enfant disparu de Florence Barrow. De retour au village, une confrontation d'un autre genre se préparait au White Hart. Le major Winthrop, ayant consommé une demi-pinte de trop de Bishop's Best Bitter, s'était mis à exprimer ses griefs à plein volume. Je savais que Broadleaf fouillait dans des choses qu'il valait mieux laisser enterrer, a-t-il déclaré en enfonçant son doigt dans le bois du bar, comme s'il s'agissait d'un complice. Il est venu à moi pour les disques, vous savez, interrogé sur les registres de la Home Guard pendant la guerre. Non recherché. Je lui ai dit que je ne m'en souvenais pas, ce que je ne fais pas. Pourquoi voudrait-il ça? Demanda M. Cresswell, l'apothicaire, ses verres embués par la vapeur de « son thé intact », Winthrop souffla. Il a dit qu'il essayait de retrouver qui était présent à Barrow Court pendant l'été 44. Qu'est-ce que ça a à voir avec un testament? M. Cresswell cligna des yeux. Vous y étiez cantonné, n'est-ce pas? Avec votre beau-frère? Winthrop rougit. Non pertinent. Mais ce n'était pas le cas. Pas à Miss Marple, qui passait par hasard devant la vitrine du pub, au moment où le major exprimait son indignation. Elle savait depuis un certain temps que pendant la guerre, Barrow Court avait été utilisé pour loger des officiers. Florence, nouvellement revenue dans des circonstances mystérieuses, y avait apparemment accouché à cette époque même. Et ainsi, comme elle l'a réfléchi plus tard avec Madame Weatherby lors d'un dîner tranquille, si quelqu'un dans le village avait connaissance de l'enfant de Florence, s'il en avait été témoin, peut-être même aidé à le cacher, il saurait également que l'enquête de Broadleaf représentait une menace réelle. Madame Weatherby sirota pensivement son vin. Donc, vous pensez que le meurtrier n'est pas seulement quelqu'un qui a de la rancune, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire. Perdre. Tout à fait, a déclaré Miss Marple. Et je crains que ce qui a été perdu ou caché il y a des décennies ne se contente pas de rester enterré. Cette théorie s'est encore renforcée lorsqu'elle a rendu visite au révérend Pottle 2 jours plus tard. Il l'accueillit avec son charme distrait habituel, son bureau jonché de notes de sermons dépareillées et d'étranges pièces d'échecs. « Florence Barrow » a-t-il demandé lorsqu'elle a posé la question. « J'étais juste vicaire pendant la guerre. Mon prédécesseur, Edward Mallory, s'occupait de tous les sacrements. Un type étrange. Il est mort en 1945, mais il tenait des registres méticuleux. Il faisait toujours 2 copies de tout. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. 2 exemplaires? Oui. Un pour l'Église et un... Eh bien... Je ne sais pas où est allé l'autre. Mallory aimait les coffres-forts privés. Serait-il possible, demanda-t-elle avec désinvolture, que la 2e copie d'un baptême, par exemple pour l'enfant de Florence Barrow, ait fini en possession d'une personne liée à la succession? Le vicaire cligna des yeux, puis rougit légèrement. Je suppose que ce n'est pas impossible. Elle est partie peu de temps après, l'esprit tourbillonnant. Si la 2e copie du baptême de l'enfant de Florence était tombée entre des mains privées, elle aurait facilement pu rester cachée jusqu'à présent,
pour être découverte par Edmund Broadleaf lors de ses fouilles juridiques. L'implication était désormais inévitable. Quelqu'un dans le village, quelqu'un qui s'était rendu à Barrow Court pendant la guerre ou qui avait eu accès à ses archives, était au courant pour l'enfant. Cette personne avait tout intérêt à ce que l'information ne soit jamais révélée. Mais qui? La réponse, ou l'élément suivant, est venu de l'endroit le plus improbable, la poste. Miss Marple est arrivée en milieu de matinée pour récupérer un colis de sa nièce et a trouvé Madame Prudence Withers dans un état d'agitation rare, tenant un petit bout de papier et fronçant furieusement les sourcils devant le comptoir. « Perdu, dit-on. » marmonna-t-elle. « Comment un colis recommandé disparaître? Inquiété? » demanda Miss Marple en regardant poliment. Madame Withers souffla. « J'envoyais de vieilles lettres à ma cousine pour ses bêtises sur l'arbre généalogique qu'elle fait. Seule la maîtresse de poste ne trouve pas ce foutu colis. Fini. Comme le pense Broadleaf. »« De vieilles lettres ?» demanda Miss Marple. « De qui? »« Mon défunt mari. Il a servi près de Barrow Court pendant la guerre. C'est pour la plupart. Ennuyeux. Repas, exercices, ce genre de choses. Mais il a mentionné un jour avoir vu une femme se cacher dans la tour la nuit tombée. Il pensait que c'était une infirmière. Peut-être que c'était Florence. Qui sait? Miss Marple ressentit le frisson familier d'une vérité qui se précisait. Quelqu'un d'autre avait vu Florence, et quelqu'un avait intercepté les lettres, avant qu'elles puissent être lues par d'autres. Cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les vitres et que le village se serrait à l'intérieur, Miss Marple s'assit de nouveau près de son feu. Les suspects s'étaient multipliés, pas réduits. Lydia Cranleigh avait de la proximité et un intérêt pour le domaine. Le major Winthrop avait un passé à protéger, peut-être même un sentiment de culpabilité d'avoir caché la présence de Florence. Le révérend Pottle, bien qu'innocent, lui avait donné un indice crucial concernant un double acte de baptême. Et maintenant, il y avait la mystérieuse femme que Madame Holt avait entendue, dont l'identité restait inconnue. Mais dans tous ces fils enchevêtrés, une question ressortait. Qui risquait de tout perdre si l'héritier légitime de Barrow Court était révélé? C'était, pensait Miss Marple, une question qui méritait d'être répondue. La tempête est passée avec la lenteur du temps anglais, laissant Nether Barrow trempé et inquiet. Les sentiers se transformaient en traces de boue, et la brume se glissait à nouveau le long des haies comme un souvenir qui refusait de se dissiper. Mais malgré la pluie, malgré le chagrin et malgré le léger tourbillon de soupçons, la vie au village continuait, jusqu'au deuxième crime. C'est Madame Weatherby, qui l'a trouvée tout à fait par hasard alors qu'elle s'occupait de ses fuchsias à floraison tardive. Elle était allée chercher une paire de sécateurs dans le hangar de rempotage, une structure en bois sans prétention au bord de son jardin, bordant l'ancien chemin de Mill Lane. La porte resta bloquée, comme toujours après la pluie, et il fallut un coup sec pour l'ouvrir. Et puis elle a crié. Miss Marple l'a entendue depuis 2 cottages plus loin. Elle était en train d'attacher un bouquet de lavande à faire sécher quand le son perça l'air, aigu, aigu et indubitable. Elle posa la ficelle et marcha d'un pas vif vers la source. Madame Weatherby se tenait dans le jardin, pâle et tremblante, les mains serrées devant elle. La porte du hangar était entr'ouverte. Miss Marple la rejoignit doucement. « Viens t'asseoir maintenant, Margaret. Raconte-moi ce que tu as vu. » Madame Weatherby secoua la tête, incapable de parler. Quelques voisins commençaient à se rassembler, curieux, inquiets, chuchotants. Miss Marple se glissa dans le hangar. Il fallut un moment à ses yeux pour s'habituer à la pénombre.
L'odeur du bois humide et de l'engrais flottait dans l'air. Et là, affalé contre le mur du fond, se trouvait le corps du major Winthrop. Il était incontestablement mort. Son manteau était ouvert, le col de sa chemise de travers, et une fourche de jardin à longs manches dépassait grotesquement de sa poitrine. Son visage affichait un air de choc rigide, comme s'il avait vu quelque chose de vraiment inattendu dans ces dernières secondes. Une botte boueuse était à moitié retirée, comme s'il s'était débattu ou avait tenté de fuir. Curieusement, dans sa main gauche se trouvait un dossier en cuir délavé. Miss Marple n'y a pas touché. Elle a simplement observé. Elle entendait maintenant les sirènes, un son rare et discordant dans le village, alors que l'agent Greaves et l'inspecteur Fennell arrivaient, essoufflés et déjà agacés par la complication. L'inspecteur la regarda alors qu'il entrait dans le hangar. « Un autre, Miss Marple? J'en ai bien peur, » dit-elle en s'écartant pour qu'il passe. Il fronça les sourcils en examinant la scène. « Eh bien, ce n'est pas pratique. » Elle fit un petit signe de tête. « Pour quelqu'un, oui. Ils ont bouclé le jardin et ont commencé. Leur recherche de témoins, d'alibis et de raisons. Il y en avait beaucoup des deux premiers. Le troisième, comme toujours, s'est révélé plus insaisissable. Il était clair que le major Winthrop n'avait pas été tué au cours d'une bagarre. L'angle de la blessure, l'absence de désarroi, cela suggérait la surprise. Peut-être même la confiance. Il était allé au hangar de son plein gré, et puis il était mort. Le dossier qu'il tenait à la main a été récupéré comme preuve. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres jaunies, 2 photographies de guerre et un fragment de carte, cette dernière marquée d'un petit X sur ce qui semblait être un rendu grossier de la tour de Barrow Court. Plus. Tard dans la soirée, Miss Marple s'est assise avec l'inspecteur Fennell dans le salon du presbytère, un feu crépitant entre eux. Il cachait quelque chose, dit sombrement l'inspecteur. Ou quelqu'un l'était. Ces lettres, elles sont adressées à « Mon très cher F » et signées uniquement avec une initiale, A. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. F pour Florence. Fennell cligna des yeux. Vous pensez que ces lignes ont été écrites par la fille disparue de Barrow? Je pense que c'est très possible. Et si c'est le cas, alors le major Winthrop était peut-être au courant de sa survie depuis le début. Peut-être qu'il a aidé à la cacher. Peut-être qu'il faisait chanter quelqu'un. Ou peut-être, dit lentement Fennell, quelqu'un avait peur qu'il parle. Miss Marple inclina la tête, pensive. Et donc ils l'ont renvoyé. Fennell se pencha en avant. 2 morts maintenant, Broadleaf et Winthrop, tous deux impliqués dans la découverte, ou peut-être la dissimulation de l'héritage de Florence, Barrow. Mais pourquoi tuer maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, la vérité vaut-elle soudainement la peine d'être assassinée? Miss Marple regarda le feu. Parce que quelqu'un croyait que le passé était enterré, et Broadleaf a commencé à le déterrer. Le silence tomba entre eux. Le lendemain apporta de nouvelles révélations. Madame Holt, secouée mais résolue, est venue au cottage de Miss Marple sous prétexte de rendre une cocotte empruntée. Une fois à l'intérieur, elle baissa la voix. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à la police », a-t-elle déclaré. « Je ne voulais pas être impliquée. » Miss Marple offrit du thé sans commentaire. « J'ai vu quelqu'un quitter la tour », murmura Madame Holt. « La veille de la mort de Monsieur Broadleaf, vers le crépuscule. Ce n'était pas lui, c'était une femme. »« Une femme ?» demanda doucement Miss Marple. « Oui, grande, élégante, ni jeune, ni vieille. Elle marchait vite et avait l'air, enfin, déterminée. »« Avez-vous vu où elle est allée ?» Madame Holt hésita. « Elle est partie par la porte arrière.
vers l'allée du presbytère. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur sa tasse de thé. Pas vers la route? Non. Et elle portait quelque chose. Un cartable. Grand. Comme s'il était lourd. Alors que la gouvernante partait, Miss Marple retourna à sa place près de la fenêtre et regarda vers le presbytère. Elle pensa au révérend Pottle, de Tilly, de la Tour, de Florence. Un tournant était survenu, pas simplement une autre mort, mais un schéma. Deux hommes, tous deux liés à l'héritage de guerre de Florence Barrow, ont tous deux été réduits au silence avant de pouvoir révéler pleinement ce qu'ils savaient. Et maintenant, une femme mystérieuse, émergeant de l'ombre de la tour, portant ce qui aurait pu être les mêmes papiers pour lesquels Broadleaf était mort. Quelqu'un, peut-être même la fille adulte de Florence, était revenue à Barrow, court à point ou peut-être qu'elle n'était jamais partie. Ce soir-là, Miss Marple a passé un dernier appel, non pas à la police mais à Madame Cranley. La veuve l'a reçue avec son aplomb habituel, même si ses mains trahissaient un léger tremblement. « J'imagine que vous êtes venu avec d'autres questions » dit-elle avec raideur. « Oh, pas du tout » répondit Miss Marple. « Simplement une observation, à propos de l'influence. » Les yeux de Lydia se plissèrent. « Continue. Vous voyez, l'influence n'est pas le pouvoir. C'est la perception. Il faut avoir l'impression que l'on compte, pour offrir les meilleurs thés, faire les dons caritatifs appropriés, épouser le bon type d'homme. Mais tout cela s'effondre si sa maison est construite sur un terrain emprunté. Le visage de Lydia se durcit. Si vous insinuez que je... Oh non, chérie, dit doucement Miss Marple. Je dis seulement que Barrow Court, aussi beau soit-il, n'a peut-être pas appartenu à M. Broadleaf, ni à vous, et s'il devait passer entre les mains de quelqu'un inattendu, eh bien, cela pourrait perturber l'équilibre de plus d'un foyer. Elle se leva, lissant ses gants. « Bonsoir, Madame Cranley. » Dehors, la brume revint, moins lourde maintenant, mais collante. La tour se dressait à nouveau au loin. Miss Marple ne croyait pas aux fantômes, mais elle croyait au calcul. La deuxième mort avait transformé l'atmosphère de Nether Barrow d'inquiétante en suffocante. Les rideaux tremblaient plus fréquemment, les conversations s'arrêtèrent brusquement au passage des pas et, pour la première fois de mémoire, le service dominical à Sainte-Étheldreda n'était que debout. L'inspecteur Fennel multipliait les patrouilles et jurait plus que d'habitude dans sa barbe. « 2 corps en 15 jours, Miss Marple, » marmonna-t-il lors d'une de ses fréquentes visites au presbytère. « J'ai eu des voleurs en série plus coopératifs que ce village. » Miss Marple, cependant, n'était pas pressée. Au contraire, elle semblait plus calme, de la même manière qu'un médecin se tait, juste avant de diagnostiquer quelque chose de terminal mais traitable. Elle avait commencé à tendre un piège. C'était sa conviction, née d'une longue connaissance de la fragilité humaine, que la culpabilité n'est jamais aussi bien cachée qu'on le suppose. Il suffit d'appliquer la bonne pression. Doucement, avec les mains les plus douces, et des fissures apparaissent. Son sujet choisi était Madame Lydia Cranley. Non pas parce que Miss Marple était convaincue de sa culpabilité. Non, bien, au contraire. Lydia avait montré des signes de peur, pas de méchanceté. Mais elle était liée au domaine, et plus important encore, à tous ceux qui y étaient liés. Si Lydia n'était pas coupable, elle savait qui l'était. Miss Marple a décidé que ce dont Lydia avait besoin était une raison de se sentir suffisamment en sécurité pour révéler quelque chose, et suffisamment incertaine pour laisser échapper quelque chose. Et ainsi, par un jeudi après-midi pluvieux, elle a invité Lydia à prendre le thé. Ils se sont rencontrés dans le salon de Miss Marple,
tout en tissu fleuri doux et avec des horloges silencieuses. Lydia arriva avec la raideur d'une femme habituée à diriger un comité sans y être convoquée. « Comme c'est gentil de votre part de m'inviter, » dit-elle froidement, même si je dois dire que je ne m'attendais pas à un appel social. Mais Miss Marple se souvenait d'elle, un nom provenant d'un annuaire de guerre, un enfant évacué via Cheltenham, la fille d'une infirmière qui avait travaillé brièvement à Barrow Court, Anna Florence Barrow, élevée sous un nom différent, cachée par ceux qui avaient été fidèles au retour honteux et au décès silencieux de sa mère. Et maintenant, elle était de retour. Miss Marple a organisé sa petite réunion dans le salon du presbytère, où le feu était déjà allumé et le service à thé parfaitement disposé. Les participants sont arrivés un à un, tous curieux, pour la plupart tendus. L'inspecteur Fennel se tenait près du foyer, les bras croisés. Tilly s'assit à côté de Miss Marple, s'efforçant de paraître calme. Lydia Cranley, vêtue d'un costume bleu marine irréprochable, avait l'air plus ennuyée qu'inquiète. Madame Holt se perchait avec inquiétude près du plateau à thé. Miss Layton arriva la dernière. Elle franchit la porte avec une confiance tranquille, non pas provocante, mais sûre d'elle. Elle ne salua personne, se contentant de s'asseoir sur la chaise indiquée par Miss Marple avec un léger signe de tête. « Merci à tous d'être venus », commença Miss Marple. « Je réalise que les circonstances sont inhabituelles, mais je crois que ce rassemblement pourrait apporter une solution aux événements qui nous ont tant perturbés. » L'inspecteur Fennel s'éclaircit la gorge. « Vous avez dit que vous aviez de nouvelles informations, Miss Marple? »« Oui, mais ce n'est pas médico-légal, » dit-elle agréablement. « C'est humain. » Elle se tourna d'abord vers Miss Layton. « Vous, ma chère, êtes la fille de Florence Barrow. Il n'est pas nécessaire de le nier. Les archives, la ressemblance, la lettre cachée dans les archives de l'Église, tout cela pointe vers la même vérité. Vous avez été baptisée à Barrow Court, en secret, pour vous protéger, vous et votre mère. » Miss Layton ne parlait pas. Son silence n'était pas un signe de culpabilité, pensa Miss Marple, mais un signe de dignité. Vous êtes revenu ici, je crois, non pas pour réclamer une succession, mais pour comprendre ce que votre mère a laissé derrière elle. Monsieur Broadleaf, un homme non négligeable, avait découvert votre existence. Peut-être vous avait-il déjà contacté. Ou peut-être avez-vous suivi sa trace ici. Maintenant, elle regardait vers Lydia Cranley. « Madame Cranley, je sais que vous avez longtemps pensé que Barrow Court aurait dû appartenir à votre défunt mari. Vous n'avez jamais été satisfaite de l'acquisition par Monsieur Broadleaf, surtout quand il a commencé à suggérer qu'il pourrait y avoir des complications juridiques. Un nouvel héritier, une réclamation oubliée. » Les lèvres de Lydia étaient pincées en une fine ligne. « Ce ne sont que des spéculations. » « En effet, » répondit Miss Marple. « C'est pourquoi je ne vous ai pas accusé. Mais je pense que vous aviez peur de ce que Broadleaf pourrait découvrir. Assez pour fouiner, assez pour vous mêler, mais pas assez pour tuer. » Lydia ne dit rien. Alors Miss Marple tourna son regard vers la femme qui était restée si silencieuse. « Madame Holt, dit-elle gentiment, vous avez fidèlement servi Barrow Court pendant des décennies. Vous étiez ici pendant la guerre, n'est-ce pas? Quand Florence est revenue, vous avez aidé à accoucher de son enfant, si je ne me trompe pas. » Les mains de la gouvernante tremblaient. « Vous l'avez protégée, » a poursuivi Miss Marple. « Et lorsque Florence est décédée ou a été obligée de repartir, vous avez promis de garder son enfant en sécurité. Vous avez fait en sorte qu'elle soit renvoyée pour devenir Agnès Layton. » Il y eut un halètement audible. Fennel le regarda fixement. « Vous avez gardé le secret, » a déclaré Miss Marple, « même lorsque M. Broadleaf est arrivé.
Vous avez vu les signes, les documents qu'il a trouvés, les questions qu'il a posées. Vous aviez peur qu'il révèle la vérité, mais vous ne l'avez pas tué. Elle se tourna alors, lentement, délibérément, vers la dernière pièce du puzzle, inspecteur Fennel. Vous l'avez fait. La pièce resta silencieuse. Fennel cligna des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'étiez pas de Much Overham, n'est-ce pas? Dit calmement Miss Marple. Vous l'avez dit, mais personne n'avait entendu parler de vous là-bas. Vous êtes arrivé juste après la mort de Broadleaf, revendiquant votre juridiction sans aucun lien préalable. Sauf que vous a fait en avoir un. Elle désigna le dossier en cuir trouvé chez le major Winthrop. Ces lettres, de A à F, elles n'ont pas été écrites par Florence. Elles ont été écrites à elle, de son frère Arthur, un jeune, soldat stationné à proximité, plus tard connu sous le nom d'Arthur Fennel. Fennel pâlit. Vous étiez le frère de Florence, dit doucement Miss Marple. Vous l'avez aidé. Vous connaissiez Anna. Et lorsque vous avez réalisé que Broadleaf avait trouvé les documents, lorsque vous avez compris que la vérité pourrait détruire votre vie soigneusement enterrée, vous avez agi. Vous êtes venu ici sous un faux prétexte. Vous avez éliminé Broadleaf et pris les papiers. Puis, lorsque le major Winthrop a commencé à parler trop librement, vous l'avez tué aussi. La voix de Miss Layton brisa le silence. Vous avez tué pour ça? La voix de Fennel était rauque. Je protégeais toi. Tu n'étais qu'un bébé, une honte pour la famille. Florence était ruinée. J'ai dû le réparer. Vous l'avez réparé avec un meurtre? Murmura Lydia, stupéfaite. J'ai essayé de l'empêcher de détruire ce qui reste de nous, dit-il, désormais tremblant. Si cette lettre devient publique, la succession, tout, sera contesté, bloqué pendant des années, peut-être perdu. Miss Marple s'avança. Mais vous n'auriez jamais pensé qu'Anna, Miss Layton, pourrait venir tranquillement, qu'elle n'était pas là pour la terre. Juste la vérité. Fennel la regarda, puis s'effondra sur la chaise, vaincu. L'inspecteur Fennel, ou Arthur Barrow, comme il l'avait été autrefois, a été arrêté discrètement par un véritable inspecteur ce soir-là. La lettre fut enfin ouverte. À l'intérieur se trouvait l'appel manuscrit de Florence, selon lequel, si son enfant revenait un jour, on lui donnerait ce qui lui revient de droit. Pas le domaine, mais le nom de famille. Miss Layton n'a pas contesté le testament. Elle n'a demandé qu'à visiter seule, une seule fois, les appartements de sa mère dans la tour. Ensuite, elle quitta Nether Barrow tranquillement, sans cérémonie. Le passé, semblait-il, pouvait être reconnu, sans être possédé. L'automne est arrivé tranquillement à Nether Barrow, adoucissant les bords de l'été avec des feuilles, de cuivre et le parfum de la terre humide. La pluie s'est calmée, laissant la place à une lumière fragile qui persistait tout au long de l'après-midi. Les feux étaient allumés plus tôt désormais, et les fenêtres devenaient oranges à 5 heures. Le village, même s'il n'avait jamais été tout à fait le même, avait entamé un lent et instinctif processus de reconstruction. La tour de Barrow Court resta à nouveau silencieuse, ses secrets enfin expirés. Miss Marple était assise dans son jardin sous un châle, une tasse de thé à la main, tandis que les moineaux s'élançaient autour de la haie. À côté d'elle se trouvait une lettre, nette, soigneusement pliée, son écriture délicate mais assurée. Chère mademoiselle Marple, je ne saurais trop vous remercier pour ce que vous avez fait. Non seulement pour découvrir la vérité, mais aussi pour la gérer avec grâce. L'histoire de ma mère méritait de la dignité, pas du scandale. Grâce à vous, elle a les deux. Je ne contesterai pas la succession. Je n'ai aucun intérêt dans la propriété, seulement dans la paix.
Vous voyez les gens si clairement, mais vous n'oubliez jamais leur douceur. C'est une chose rare dans ce monde. Avec mes plus chaleureux remerciements, Anna Florence Layton Miss. Marple sourit faiblement, ses doigts effleurant le bord du papier. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Anna, ou la mémoire de Florence, revienne un jour à Nether Barrow. Mais elle était heureuse que l'enfant soit devenu quelqu'un qui recherchait la vérité plutôt que la vengeance. Tous les héritiers n'ont pas demandé la restauration. Certains voulaient simplement comprendre. Barrow Court était passé tranquillement chez un cousin éloigné du Lincolnshire qui n'avait manifesté aucune grande envie d'y vivre. La rumeur courait qu'il avait l'intention de faire don du domaine au Historical Trust, et les discussions sur un modeste projet de restauration avaient déjà commencé. La tour, disait-on, serait ouverte aux visites guidées au printemps. Miss Marple pensait que c'était une excellente idée, à condition que personne ne dérange le placard de l'étage. Quant au reste du village, ils étaient retombés dans leur rythme confortable de bazar religieux, de spectacles de produits et de curiosités à demi parler. La mort d'Edmund Broadleaf et du major Winthrop était encore évoquée à voix basse, même si le temps avait déjà commencé à transformer les détails en un folklore agréable au goût. Madame Lydia Cranley, pour sa part, avait réapparu dans la vie du village avec une dignité prudente. Elle a recommencé à présider la Garden Society et s'est mise à organiser des campagnes caritatives avec un zèle particulier. Elle n'a plus jamais parlé de Barrow Court ni de Florence Barrow, même si l'on dit qu'elle gardait dans son salon une photographie encadrée du domaine, une photo d'avant-guerre, intacte d'héritage ou de scandale. Tilly Denbigh avait l'habitude de rendre visite à Miss Marple plus souvent, toujours pleine de questions et d'une vive curiosité. « Pensez-vous que les gens se font toujours prendre ?» a-t-elle demandé un après-midi alors qu'ils triaient ensemble les paquets de graines. « Pas toujours, » répondit Miss Marple en sélectionnant un paquet de pois de senteur. « Mais ils se révèlent toujours. La culpabilité est un peu comme la moisissure. Elle se propage dans le noir et laisse une marque, même si vous êtes prudent. » Tilly y réfléchit sérieusement. « Alors il vaut mieux dire la vérité ?» Miss Marple lui fit un doux sourire. Il vaut mieux vivre de manière à ce que la vérité ne blesse personne. Quelques jours plus tard, l'agent Greaves lui a rendu visite. Avec un nouveau vélo rouge, un cadeau de la police, a-t-il dit, pour son aide discrète. Il avait l'air terriblement fier alors qu'il le conduisait dans son jardin. « Nous n'aurions pas pu résoudre ce problème sans vous, Miss Marple, » dit-il, rayonnant. L'inspecteur détective en chef du comté l'a dit lui-même. « Oh, je suis sûr que vous auriez trouvé votre chemin, » dit modestement Miss Marple. Finalement. Il ne savait pas vraiment si c'était un compliment, mais il repartit néanmoins satisfait. Elle n'a jamais fait de vélo, mais c'était un endroit agréable pour faire pousser des capucines rampantes au printemps. Le dernier. Mot est venu du révérend Pottle, qui, dans son sermon suivant, a parlé vaguement de la lumière surmontant les ombres et de l'importance d'écouter, en particulier ceux que nous négligeons trop facilement. C'était, nota Miss Marple avec un certain amusement, la première fois que son homélie suscitait des applaudissements. Et ainsi, le village s'est à nouveau installé. Mais sous ses toits de chaume et ses cottages couverts de lierre, Nether Barrow avait changé d'une manière que personne ne pouvait nommer. Pendant des années, l'histoire serait racontée par bribes. L'avocat qui réveillait de vieux fantômes, le soldat qui revenait sous un faux nom, la tour qui contenait plus que des pierres en ruine, et quelque part dans chaque récit, quelqu'un mentionnait Miss Marple. Comment elle était restée assise si tranquillement pendant tout cela, sirotant son thé et tricotant ses cardigans, jusqu'à ce que la vérité se dévoile comme un motif en laine. Elle n'a jamais réclamé de crédit. Elle ne l'a jamais cherché.
Mais tout le monde le savait. Le dernier soir d'octobre, alors que le vent murmurait des feuilles sèches à travers l'allée et que la fumée s'élevait de chaque cheminée, Miss Marple se tenait seule dans son jardin. Le ciel au-dessus de Barrow Court était strié d'ambre pâle. La tour se dessinait comme une gravure sur le crépuscule. Elle pensa à Florence, courageuse, déshonorée, oubliée, et à l'enfant qui était revenu non pas pour obtenir justice, mais pour se souvenir. Elle pensa à Arthur Fennell, qui attendait désormais d'être jugé sous son vrai nom, et à la façon dont la culpabilité avait finalement creusé son visage. Et elle pensa aux villageois, Lydia avec sa fierté, Winthrop avec son silence, Holt avec sa protection. Chacun d'eux n'est pas façonné par la méchanceté, mais par la peur. Peur d'être exposé, de scandale, de perte. En fin de compte, c'est la peur, et non l'avidité ou la haine, qui a motivé ces meurtres. La nature humaine, pensa-t-elle, tellement stupide, tellement prévisible, et donc très triste. Elle resserra son châle et se tourna vers la lueur chaude de la fenêtre de sa maison. Il y avait du thé à préparer, et demain, des bégonias à lever avant les gelées. Le monde, pour l'instant, était calme, mais Miss Marple continuerait à surveiller. Elle l'a toujours fait.